47 auteurs, 456 pages, ce livre est un monument. Son titre, Vendée, la grâce d'une cathédrale, fait la part belle à 4 édifices sacrés de Vendée, dont l'abbaye de Maillezais. Nous trouvons aujourd'hui et toute la semaine, et pour 4 semaines, au cœur du marché de Noël de Maillezais. C'est le sujet de notre émission, bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ouais, alors on est emmitouflé parce qu'on est au marché de Maillezais pour quelques semaines, pour l'air de rien. Oui, c'est ça, mais c'est beau, donc c'est bien, voilà. Alors qu'est-ce que vous avez choisi comme sujet? Alors, de votre chronique tout à l'heure. J'ai choisi de vous parler d'une association toute nouvelle qui s'appelle Caféco. Alors, qui est à l'autre bout, qui est à Saint-Jean-de-Mont, et voilà, qui est d'abord un café coopératif, mais pas que, et qui a déjà 500 adhérents, donc voilà. Donc, on verra ça tout à l'heure au milieu de l'émission. À côté de vous, Delphine Blanchard, bonjour. Bonjour Catherine. Alors, un sujet d'actualité en lien, j'allais dire avec la Vendée, enfin c'est les Deux-Sèvres. Oui, c'est ça, on n'est pas très loin. Je vais vous parler d'Ernest Perrochon, donc, qui est un auteur qui est né à Courlay et qui a vécu à Niort une grande partie de sa vie. Actuellement, il y a un film, Les Gardiennes, qui est en salle, qui a été adapté par Xavier Beauvois. Et donc c'est l'occasion de revenir sur la littérature de cet homme du bocage qui était Ernest Perrochon, qui a eu le Goncourt en 1920, ne l'oublions pas quand même. Voilà, on l'avait un peu oublié, Ernest Perrochon. Oui, on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à la sortie de ce film. Dominique Souchet, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ces conditions avec nous, même si on est un peu dans votre pays ici quand on est à Maillezais, puisque vous avez été député du Sud-Vendée, tout à fait. Vice-président du conseil départemental, député européen. Là, vous êtes en tant que président de l'association des Amis de la cathédrale de Luçon et coordinateur de ce très très bel ouvrage monumental. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. 4 kilos. Voilà, d'accord. C'est bien 4 kilos qu'il y avait dans mon sac à dos tout à l'heure. C'était un sacré défi. 47 auteurs. Combien de temps pour faire cet ouvrage? 1 an. Un an, et c'est un petit miracle parce que d'habitude, ça prend 3 ans. Mais voilà, c'est 3 ans quand c'est pas les Vendéens et c'est 1 an quand c'est les Vendéens. Ah, vous savez présenter les choses. Alors j'ai dit 4 édifices sacrés de Vendée. Absolument. Donc l'abbaye de Maillezais où nous nous trouvons. Nous avons aussi la cathédrale de Luçon. Absolument. La basilique. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort à Saint-Laurent et la chapelle de la Sagesse. Alors, en fait, la maison d'édition, la Nuée Bleue, qui a l'habitude de cette collection La grâce d'une cathédrale, habituellement, le principe de cette collection, c'est de mettre en lumière un site, un édifice, une cathédrale. Et là, encore une fois, exception vendéenne. Exception vendéenne, le livre porte le nom d'un territoire. Il s'appelle Vendée, avec 3 sous-titres, Luçon, Maillezais, Saint-Laurent-sur-Sèvre. Donc l'idée, c'était de présenter évidemment la cathédrale de Luçon, mais c'était difficile de la présenter sans présenter en même temps Maillezais, puisque c'est la même bulle papale qui crée les deux cathédrales il y a 700 ans. Et puis c'était très difficile d'intituler un livre Vendée sans traiter la ville sainte de la Vendée, Saint-Laurent-sur-Sèvre, et ces 2 édifices emblématiques, la basilique et puis la chapelle de la Sagesse. Alors qu'est-ce qui fait le fil conducteur, enfin vous l'avez un peu expliqué, le fil conducteur entre ces quatre sites? En fait, l'histoire spirituelle de la Vendée puise à plusieurs sources. Alors il y a la vieille source poitevine, n'est-ce pas, puisque au départ notre église mère c'est Poitiers. Et puis à partir donc de cette décision de Jean XXII de scinder le très grand diocèse de Poitiers en 3, l'actuel territoire de la Vendée est réparti entre 2 évêchés. Donc entre Luçon et Maillezais. Absolument. Donc Luçon et Maillezais, pendant la même période, ont été tous les deux des sièges. Exactement, en fait, exactement. Pendant 3 siècles et demi, le territoire du Bas-Poitou, qui deviendra le territoire de la Vendée, est partagé en 2 évêchés, l'évêché de Luçon et l'évêché de Maillezais. C'est deux abbayes bénédictines tout à fait prestigieuses qui sont transformées en cathédrale. D'accord. Et donc Maillezais, en fait, là où on est, a été vraiment un lieu très important en fait du Sud-Vendée. Absolument, le siège d'un grand évêché, pas seulement du Sud-Vendée, c'est un évêché qui remontait vers le nord, jusque dans les Mauges, pas très loin de la Loire. Cholet était dans le diocèse de Maillezais, Saint-Laurent-sur-Sèvre était dans le diocèse de Maillezais. C'était un très grand diocèse nord-sud, avec une forme un peu étrange, une forme de sablier, mais un très grand évêché, un évêché très important. Alors on va revenir sur
sur l'histoire spécifique de Maizet. Alors, les 47 auteurs, c'est impressionnant. Vous, quel rôle vous avez eu quand on dit coordination, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers tous ces personnages? Ce que je voulais, c'est que la Vendée rentre dans cette prestigieuse collection. Vous en parliez tout à l'heure, la grâce d'une cathédrale, aux côtés de Reims, de Chartres, de Paris. De Strasbourg. Le défi, c'était évidemment de trouver un large éventail d'auteurs qui couvrent toutes les périodes et puis qui couvrent tous les aspects de l'histoire et des trésors de ces 4 édifices. Donc beaucoup de spécialistes. Il a fallu les trouver et bon, voilà, ils sont pratiquement près d'une 50aine. Je crois que c'est le livre de la collection qui compte le plus grand nombre collaboration. Alors, il y a des noms que les Vendéens peuvent connaître, comme Thierry Ekman, directeur des archives départementales. Yanis Suir, qui est aujourd'hui aussi directeur du Centre vendéen de recherche historique. Pierre Legal, qui est historien. Patrick Buty, qui est le restaurateur. Il y a quand même quelques femmes, j'en ai trouvé. Oui. Clémentine Mathurin, qui est conservatrice à la DRAC. Marie-Thérèse Réau, qui est directeur de l'histoire. Et elle, qui était une spécialiste de Fontenay-le-Comte et de Luçon. Voilà, et Luçon, elle a écrit les 2 images du patrimoine. C'est elle qui a rédigé ça et voilà, elle connaît Luçon et Fontenay par cœur. Donc c'est vous qui leur avez proposé à chacun, j'aimerais que vous alliez plutôt traiter tel ou tel angle, parce qu'on peut imaginer des superpositions. Absolument, il a fallu d'abord que je vende le concept de Vendée à l'éditeur, qui était un petit peu réticent au départ, parce qu'il me disait, mais voilà, on a fait nous que des cathédrales jusqu'ici. Alors je leur ai dit, écoutez, Luçon et Maizet sont inséparables. Oui. Bon, ils ont bien voulu l'admettre. Après Saint-Laurent, mais c'était pas une cathédrale, c'était des basiliques. Finalement, ils ont compris qu'on ne pouvait pas parler de la Vendée sans parler de Saint-Laurent. Ils ont accepté le concept et après, voilà, je suis allé trouver un par un l'ensemble des auteurs pour leur présenter le projet, leur demander s'ils étaient d'accord pour y participer. C'était compliqué parce qu'il fallait faire ça en un an et j'ai remarqué que les plus occupés étaient les retraités en général. Alors les retraités, c'est assez incroyable. Ils préparent des colloques, ils préparent des bouquins, ils préparent des articles. Ça a été avec eux que j'ai eu le plus de difficultés. Mais finalement, tout le monde s'y est mis. Les auteurs ont été formidables. Le photographe a été formidable. David Fugère, il a fait un travail prodigieux. Aussi une dimension prodigieux. Ils ont rendu leur copie à l'heure. Ils n'ont pas dépassé le nombre de caractères qu'on leur avait alloué. Bon, ça a été... Ça, c'est rare, hein. Ça a facilité beaucoup le travail du coordinateur. Très bien, on va revenir à ce très très bel ouvrage avec vous, Dominique Souchet. Parenthèse avec la chronique d'Émilie. Alors, Émilie, le café coopératif, en fait, c'est une association. Oui, c'est ça. Alors, je m'y suis rendue il y a quelques semaines, en fait. Je suis allée à leur rencontre. Alors, ils sont au 52 boulevard des Demoiselles à Saint-Jean-de-Mont, donc tout près de la plage. Pour vous décrire un peu l'endroit, je suis arrivée sur la pause déjeuner et avec mon petit casse-croûte du midi. Et quand on rentre, en fait, c'est ouvert entre midi et 2. Il y a la table qui est mise, puisqu'en fait, tout le monde peut venir s'installer pour manger, pour pas se retrouver seul, pour se retrouver entre amis ou pas, pour découvrir aussi d'autres gens. Il y a tout un endroit aussi où on peut écouter de la musique. Il y a un coin bibliothèque, même librairie, puisqu'il y a un partenariat avec la librairie au Chaland. Il y a vraiment une démarche, en fait, qui est faite autour de l'animation locale. Se faire rassembler les gens, animer la vie de quartier. Quand je dis qu'ils sont situés juste à côté de la plage, il y a un vrai intérêt, puisque l'été, par exemple, ils proposent la location pour quasiment rien de jeux de plage, pour les enfants, pour les familles, etc. Voilà. Et c'est une initiative récente Oui, assez. Alors, ça fait, je ne vais pas vous dire, mais ça fait 2 ans qu'ils existent, mais ils sont dans leur local là depuis peu parce qu'ils ont fait un gros travail d'aménagement quand même dessus. Donc là, ils sont bien installés, ils sont contents et ils commencent aussi à mettre en place des tas d'animations comme par exemple comment créer soi-même des cosmétiques maison, bio, etc. qui fonctionnent très 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 bien. Ils sont beaucoup aussi dans des ateliers avec de la récup. Ils ont une partie de leur local qui est destinée à une couturière en fait du coin qui
elle a un local pour travailler et elle peut vendre ses créations. Et en contrepartie, elle propose aussi des cours de couture pour les adhérents et pour toutes les personnes qui passent. Enfin, il y a tout un travail d'échange comme ça et de lien entre les différents acteurs. Donc on peut être adhérent de ce café coopératif, mais y passer aussi sans être adhérent. Ah oui, bien sûr. Ouais, on peut y passer pour se poser, pour découvrir, pour acheter aussi des produits du commerce équitable. Il y a du très bon chocolat notamment. Enfin voilà, il y a plein de choses très chouettes. Et puis ils ont une autre ambition aussi, c'est d'être une école coopérative, c'est-à-dire de faire des ateliers et des conférences pour les parents et pour les enfants sur le thème de la citoyenneté, le développement durable. Ça les intéresse aussi beaucoup. Il y a tout ça qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Alors ils ont quelques gros projets, dont un notamment, bon, ce sera en mars, mais je vous le dis quand même en avant-première. Ils vont lancer ce qu'ils appellent Vélo des livres. Donc une espèce de petite caravane, une petite remorque avec des livres qu'ils feront tourner autour de Saint-Jean-de-Mont à vélo. Et ce sera accompagné aussi de musique, fanfare, orchestre, des lectures de plein air. Voilà, faire sortir le livre partout, lui donner vie. Et puis là, dans l'immédiat, en tout cas, si vous voulez aller voir, ils organisent aussi plein d'activités dans le cadre de Noël, des fêtes de fin d'année. Et par exemple, le 23 décembre, là, à 14h30, il y aura une grande chasse au trésor. À partir de 6 ans jusqu'à 99 ans, ils ont dit. Et il y aura ensuite un concert directement dans leur local. Leur but, voilà, c'est vraiment ça, c'est de faire vivre Saint-Jean-de-Mont, faire vivre le secteur et se faire rassembler les gens. Voilà. Très bien, ça s'appelle le Café Coopératif. Il y a un site internet ou... Alors, le site internet est en cours, mais vous pouvez y aller. Il y a surtout une page Facebook qui fonctionne très bien et il y a toute l'actualité. Voilà. Très bien, merci Émilie. On revient avec vous, Dominique Souchet, ce livre La grâce d'une cathédrale, Vendée, la grâce d'une cathédrale, avec sa spécificité vendéenne. Alors, à la présentation de l'ouvrage, Monseigneur Doré, donc, qui est le responsable, on va dire, de cette collection. Le directeur le fondateur et le directeur de la collection. Très bien. A dit: nos cathédrales sont de plus en plus visitées, mais de moins en moins comprises. Nous n'avons pas réussi à transmettre suffisamment de connaissances pour en donner les clés. Que pouvons-nous faire pour faire évoluer cela? Vous partagez ce regard, cette analyse On comprend de moins en moins en fait notre patrimoine religieux. Alors je crois que ce qu'a dit Monseigneur Doré explique pourquoi bien sûr. Il a lancé cette collection, c'est-à-dire une manière de faire découvrir les cathédrales autrement. Pas seulement des livres d'art, ce sont des livres d'art qui montrent les chantiers des cathédrales, les trésors, mais aussi la vie de ces cathédrales à travers les siècles. Et puis, en faisant appel à des spécialistes très variés, pas seulement des historiens ou des historiens de l'art, mais aussi des entreprises qui restaurent des éléments des cathédrales, des musiciens, des spécialistes des vitraux, des orgues, des cryptes, des cloches. Voilà. Et puis, ceux qui ont vécu avec la cathédrale, l'éditeur m'a demandé d'écrire un article sur le rapport qu'un maire entretient avec la cathédrale de sa cité. Ils ont demandé au recteur de la cathédrale de dire voilà comment un recteur vit chaque jour avec la cathédrale. Donc ces livres sont extrêmement vivants. Et grâce à tous ces regards divers, tous ces regards croisés sur les cathédrales, je crois qu'il y a un apport nouveau qui permet à ceux qui sont peut-être un petit peu intimidés par les cathédrales d'y pénétrer à nouveau et puis de découvrir, alors aussi avec les photos qui jouent évidemment un rôle très très important dans la collection. Pour le livre Vendée, l'éditeur a confié un reportage inédit à David Fugère et on a des photos extérieures, intérieures, de jour, de nuit qui sont exceptionnelles et qui donnent envie d'aller sur place. Finalement, à qui s'adresse ce livre alors? Je crois qu'il s'adresse à tout le monde en réalité, parce qu'une autre règle très intelligente qu'a fixé l'éditeur, c'est on prend les meilleurs spécialistes, on prend les meilleurs savants, ils nous donnent les derniers résultats de la recherche, mais on exige d'eux qu'ils écrivent de manière abordable pour tout le monde. Donc c'est vraiment un livre tout public. Les articles ne sont pas encombrés d'un grand rez-de-chaussée de notes. Il y a quelques notes qui sont rejetées à la fin du livre. Donc on rentre dans des articles qui sont vraiment écrits dans une langue, encore une fois, tout à fait accessible. Donc c'est vraiment, il ne faut pas se laisser intimider par la taille et par le poids du livre. Il faut y aller, il faut rentrer dedans et on n'est pas déçu. Alors, le rapport entre la Vendée et la religion, est-ce que est-ce que le Vendéen a encore un rapport particulier avec son patrimoine religieux? Est-ce que ça, je crois que les Vendéens savent, au moins intuitivement,
que ces 4 monuments ont quelque chose à voir avec leur identité profonde. Mais ce que je crois aussi, c'est que ils pensent les connaître. Ils pensent connaître la cathédrale de Luçon, ils pensent connaître l'abbaye cathédrale de Maillezais, ils pensent connaître Saint-Laurent. Ce que voudrait faire ce livre, au fond, c'est leur suggérer d'aller les redécouvrir. Quand ils vont regarder le livre, ils vont dire mais la cathédrale de Luçon, mais on en connaît 5%, mais Maillezais, on en connaît à peine 10%, Saint-Laurent, qu'est-ce qu'on connaît de Saint-Laurent? Donc au fond, en présentant l'histoire, en présentant tous les trésors qui sont incroyablement nombreux de ces 4 édifices, je crois que le livre devrait donner envie aux Vendéens, alors aux Vendéens nés en Vendée ou aux Vendéens de cœur, d'aller vraiment redécouvrir ces édifices qui sont à la source de l'identité vendéenne. Il y a plusieurs sources. Hein. Il y a le livre, au fond, parcourt 14 siècles d'histoire. Il y a les sources qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud-Vendée. Il y a les sources qui sont dans le Nord-Vendée. Le livre présente l'ensemble. Je crois que c'est un livre qui est au fond le livre de l'unité de la Vendée. Et alors, quand on revient à Maillezais ou même à Luçon, on s'aperçoit que c'est des lieux qui ont résisté, mais alors à des événements. On a l'impression que c'était perpétuellement une résistance, et on se dit qu'il y a encore des pierres pour se souvenir de ça. Ça reste exceptionnel. Vous avez raison, les épreuves traversées par ces monuments sont inouïes. Il y a eu les guerres de religion, bien sûr. Avant ça, il y a les Normands. Il y a les Normands qui détruisent tout à Luçon et à Maillezais. Il y a les guerres de 100 ans, qui est terrible, qui est très dévastatrice. C'était vraiment des lieux de violence, en fait. Des lieux de violence. Alors il y a la peste noire aussi qui s'abat sur toute cette région. Et les guerres de religion sont épouvantables. Une violence inouïe, et Maillezais va succomber. Pendant cette période, puisque en fait, au lendemain des guerres de religion, Maillezais devient une garnison, devient une place de sûreté protestante. Oui. Et au sortir des guerres de religion, La Rochelle, qu'il a aussi absolument. Luçon comme Maillezais sont dévastés par des bandes protestantes qui viennent de La Rochelle. Luçon parvient à survivre, mais Maillezais est trop détruit. Il n'y a plus de bâtiments capables d'accueillir l'évêque, capables d'accueillir le chapitre. Et c'est à ce moment-là que le transfert du siège de Maillezais vers La Rochelle est envisagé. Alors que le façonnage du Marais, c'est grâce aux moines de... Absolument. Et c'est ce qui est merveilleux dans ce site de Maillezais, c'est qu'au pied de ces ruines physiques grandioses, il y a l'œuvre des moines qui est là, ce Marais Poitevin qu'ils ont créé en réalité. Et même la toponymie garde le souvenir de ce grand œuvre, le canal des 5 abbés. C'est les 5 grandes abbayes poitevines qui ont été fédérées par l'abbaye de Maillezais et qui ont réalisé ces travaux de titan, qui ont créé un nouveau paysage. Et finalement, ce site-là, Maillezais, longtemps était un peu oublié. Je ne sais pas si on peut oublier un tel édifice qui monte comme ça dans l'horizon plat. Mais le département l'a racheté en 1996. Mais jusqu'alors, peu de personnes s'y étaient intéressées. Il y avait eu quelques fouilles quand même. Mais finalement, il n'aurait pu rien de se passer. Alors, Maillezais a été sauvé par une famille au moment où c'était une carrière de pierre. Et donc, ce joyau a été transmis de génération en génération dans une famille. Mais bon, c'est extrêmement lourd pour une famille à la fois d'entretenir et puis d'animer un site comme celui-là. Et donc, le Conseil général a pris le relais. Et aujourd'hui, je crois qu'on le voit autour de nous. Voilà, anime, valorise, restaure ce site. Lieu d'exposition, une très belle exposition. Voilà, aussi. Une très très belle exposition à l'Historial, la Vendée des cathédrales. Sur les 700 ans de l'évêché. À ne pas manquer. Et puis il faut venir et revenir à Maillezais, le découvrir par toutes les lumières, à toutes les saisons. Ces ruines sont absolument extraordinaires et témoignent de l'audace de l'architecture. De ces évêques et avant eux de ces abbés. Ce sont des ruines physiques, mais ce ne sont pas des ruines spirituelles. Elles témoignent au contraire d'une très grande vigueur spirituelle qui a existé sur cette terre, qui a succombé du fait des guerres de religion, mais qui ont gardé de la force, de la sève qui nous parle encore aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Dominique Souchet. Franchement, moi en tant que journaliste en Vendée, il y a des choses qu'on sait, mais il y a encore des choses qu'on ignore, et ça, heureusement. Mais on est vraiment transporté, et je pense que même quand on connaît des sites, quand on a lu même partiellement cet ouvrage,
on a envie, on s'interroge encore plus et on redécouvre vraiment des choses très très intéressantes, qu'on soit religieux ou pas. Et qu'on s'y connaisse en patrimoine. C'est un patrimoine commun. 456 pages, donc c'est un très beau cadeau de Noël. Ça vaut 85 €. C'est vendu à l'Historial, sur le site de l'abbaye et puis dans certaines librairies. Dans beaucoup de librairies, dans toutes les librairies. Et vous êtes beaucoup en dédicace. Absolument, absolument. On va terminer cette émission avec la chronique de Delphine Blanchard, avec donc l'ouvrage et le film en fait extrait du roman d'Ernest Perrochon. Oui, c'est ça. C'est l'occasion à travers le film Les Gardiennes qui vient de sortir là il y a quelques jours, qui est réalisé par Xavier Beauvois et avec Nathalie Baye et Laura Smet notamment. C'est l'occasion en fait de se dire tiens, d'où vient Les Gardiennes. Donc Les Gardiennes, c'est un livre d'Ernest Perrochon. Ernest Perrochon, on le connaît parfois, on le connaît dans la région parce que voilà, il est né à Courlay. Il a vécu à Niort jusqu'à la fin de sa vie. Il a fait le choix de rester. Il était instituteur exactement. Et souvent, il est classé, même dans les bibliothèques, du côté du régionalisme. Oui. Alors que c'est quand même bien plus que ça. Alors évidemment, il est classé dans le régionalisme parce que donc là, Les Gardiennes, donc ça a été réédité à l'occasion de la sortie du film. Ça parle, en fait, on est pendant la guerre 14-18, les hommes sont partis au combat et les femmes sont les gardiennes des exploitations et des fermes. Et ce sont aussi elles, il faut le rappeler, ce sont les femmes qui ont commencé à faire venir les tracteurs et qui ont commencé en fait à moderniser les fermes pendant cette période-là. Et Ernest Perrochon, c'est quelque chose qui lui a tenu à cœur. On le connaît beaucoup pour Les Creux de Maison, c'est un autre de ses ouvrages on va dire régionaliste, mais en fait non, c'est pas régionaliste, c'est tout simplement parce que il aime ses Deux-Sèvres natales, il a voulu les mettre en lumière. En tant qu'instituteur, et c'était quelqu'un de lettré qui avait beaucoup lu et qui avait vu que c'était une histoire, les guerres de Vendée, qu'on ne racontait pas beaucoup, une histoire douloureuse aussi parce que lui, il avait de la famille, ses arrière-grands-parents qui ont vécu ça. Et aujourd'hui, il a une petite fille qui s'appelle Jeanne de Benest, qui habite toujours dans les Deux-Sèvres et qui essaye, elle, d'être la gardienne de la mémoire d'Ernest Perrochon. Comment on pourrait le définir, Ernest Perrochon? Donc un instituteur qui a eu le prix Goncourt en 1920 avec un ouvrage qui s'appelait Naine. Et donc là, ça a fait basculer sa vie. Voilà, lui qui était très attaché à son métier, il est devenu auteur et il est devenu à part entière, mais il n'a jamais fait le choix de monter à la capitale, comme on dit. Pourtant, ses amis, c'est Zola, ses amis, c'est Clouzot, des amis prestigieux lui disaient tu peux pas rester au fin fond de tes Deux-Sèvres en le regardant un peu comme ça, en disant mais qu'est-ce qu'il va faire là? Donc c'est pour ça qu'il a cette étiquette un peu régionaliste. Parce que lui il se dit et donc pourquoi est-ce que je devrais aller à Paris pour écrire des livres? Jusqu'à la fin de sa vie, il a écrit des ouvrages. Et donc là, c'est la première fois qu'il a un de ses livres qui est adapté, parce que c'est pas facile, on en parlait avec M. Souchet tout à l'heure, c'est pas évident d'adapter les livres d'Ernest Perrochon. Et Les Gardiennes de Xavier Beauvois, c'est un vrai tour de force. C'est un très très beau film, je vous encourage vraiment à y aller. Il dure 2h20, voilà, il faut qu'on prenne le temps. Mais parce que justement, dans l'ouvrage, on prend le temps. On prend le temps de regarder le soleil se lever sur les plaines bocagères. On prend le temps de vivre. On se met vraiment à l'époque 14-18 et où le temps était ralenti forcément. Et donc le film montre bien ça. Et c'est rare qu'un film qui soit adapté d'un livre, on puisse dire c'est aussi bien. Vraiment, les deux sont très très bien, mais je vous conseille de lire aussi le bouquin qui est réédité. Et on peut lire votre dossier dans le magazine Racine du mois de décembre avec Jeanne de Benest qui raconte son grand-père. Il y a des choses qu'on ignore trop souvent sur Ernest Perrochon. Merci beaucoup Delphine, merci Émilie. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, Dominique Souchet, bonne continuation dans votre présentation de ce très bel ouvrage. À très bientôt. Au revoir.